Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'être accueillis à Mashteuiatsi, sur les rives du Pequawakami, le majestueux lac Saint-Jean, au cœur du site de transmission culturelle Ilnu, Ouachachits. C'est ici, dans ce lieu vibrant de mémoire et de savoir, que nous rencontrons Sylvie Langevin, membre de Katakouï Macheta, le conseil des élus de Mashteuiatsi. Éducatrice de formation, artisane, femme de foi et grande voyageuse, Sylvie Langevin incarne un engagement profond envers sa communauté. Avec elle, nous remontons le fil d'un parcours inspirant, marqué par la persévérance et par l'amour de la langue et de la culture Ilnu. De son cheminement académique de résilience à son implication politique, en passant par sa réflexion sur le tourisme, l'entrepreneuriat, l'artisanat et la place des femmes autochtones en politique, Sylvie Langevin nous ouvre les portes d'un univers riche et en mouvement. Sylvie Langevin, Koué. Koué Sylvie, Tieniskemetin de nous recevoir dans ta communauté à Mashteuiatsi. On capte l'entrevue sur le bord du Pequawakami, le magnifique lac Saint-Jean. Plus précisément, on est sur le site de transmission culturelle Ilnu Ouachachits. Oui, site Ouachachits. Est-ce que d'emblée, tu peux nous parler justement de ce site? Avec plaisir. Ouachachits, ça veut dire la petite baie. C'est très historique comme endroit parce que quand ils ont fait des fouilles archéologiques, ils se sont aperçus que c'était vraiment un endroit de rassemblement depuis vraiment très longtemps. C'est ici que les Inuits se rassemblaient. Le site Ouachachits, il y a eu différentes époques. Il y a eu une époque qui avait un camping, la Plume Blanche. C'était un site de camping. Il paraît qu'il y avait des quais. Les gens se l'étaient appropriés. Moi, mon souvenir personnel, c'est que mes parents, quand ils se sont mariés en 74, je pense, c'était ici à Mashteuiatsi, puis tous les invités dormaient dans ce camping-là. Fait que tout le monde était ici. Il y avait des petits chalets en bois, là. Fait que, tu sais, je m'en souviens pas parce que j'étais pas née, mais tu sais, c'est familial. Les gens de la famille de mon père, ils s'en rappellent, là, tu sais, ils se rappellent d'être venus dormir ici. Puis la communauté s'est réappropriée parce que c'était devenu un peu privé, là, tu sais. Fait que la communauté s'est réappropriée ce site-là. Fait qu'ils ont démantelé les chalets. Puis ils ont voulu faire quelque chose de communautaire où est-ce que tout le monde pourrait venir. Fait que maintenant, on a une scène plein de tentements, des aires de jeu. Fait que c'est vraiment pour... Il y a eu une période aussi où est-ce qu'on accueillait les touristes. Puis c'était vraiment intéressant puisqu'on faisait de la transmission culturelle. On montrait comment faire... comment on travaillait la fourrure, les filets à pêche, les gens racontaient des histoires. C'était très apprécié. On a mis une petite pause là-dessus, mais on n'a pas dit qu'on ne retravaillerait pas ce côté touristique-là. Puis c'est surtout les rassemblements. C'est ici qu'on fait le 21 juin, le 30 septembre, puis beaucoup d'activités du powwow puis du grand rassemblement des Premières Nations. Fait que les gens de Mashteuiatsi ont tous des super beaux souvenirs avec le site Ouachachits. Ils aiment vraiment beaucoup le fréquenter. Ben oui, un vrai site communautaire partagé vraiment par toute la communauté. Puis là, on est dans un campement. On est dans une... En fait, si je voyais, c'est quoi? C'est une tente des aînés? Oui, à côté, c'est la tente des aînés. Ici, c'est le campement communautaire. Fait qu'on peut le louer si on a des activités à faire. On est bien ici, au lieu d'être... Tu sais, c'est petit. Ben, tu sais, c'est juste une belle grandeur. C'est ça, on en a différentes grandeurs. Puis on peut les louer. On a un beau grand chapiteau là-bas aussi qu'on utilise à l'occasion, dépendamment des besoins. Mais c'est ouvert à la communauté. Les gens peuvent venir ici. Ah oui. On fait l'entrevue sur le bord du feu, rien de moins. Oui, on est bien. Très bien. Donc, Sylvie, on va évidemment, au fil de l'entrevue, parler de tes nombreux engagements actuels, de ton implication politique notamment, mais j'aimerais qu'on revienne un peu dans le temps, qu'on en connaisse un peu plus sur toi, sur ton parcours. Puis, je pense qu'une chose dont tu es particulièrement fier, c'est ton parcours académique. Tu as réussi à décrocher, entre autres, un baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire en 3 ans. Je rappelle que c'est un bac de 4 ans, là, normalement.
Et tout ça en t'occupant de ta fille, qui était alors très jeune. Où est-ce que tu as puisé ton énergie, ta motivation durant ces années qui, assurément, ont été pleines de défis? Oui, vraiment. C'est quand on regarde après qu'on s'aperçoit, mais quand on est dedans, on le fait. Mais je pense que ça remonte. Ma mère, c'est une femme forte, une femme de tête, puis j'ai jamais eu de barrière, là. Tu sais, il n'y a rien qui m'a jamais dit qu'une femme pouvait pas faire des choses, là. Tu sais, c'était pas comme ça. Puis chez nous, les femmes Innu, dans ma famille, c'est vraiment des femmes fortes, des femmes de tête qui aiment relever des défis. Fait que c'est ça que j'ai eu comme modèle, là. Fait que ça allait comme de soi. Mes cousines, mes tantes, ma grand-mère, ma mère, c'est vraiment des beaux modèles féminins d'indépendance. Puis il faut pas me mettre au défi. Quand je suis arrivée à l'université avec mon bébé de 6 mois que j'allaitais encore, j'ai dit à madame, c'est ça que je vais suivre comme cours à l'administration. Elle a dit non, tu peux pas suivre ça, c'est pas comme ça, c'est ceux-là que tu vas suivre. Et là, j'étais fâchée. J'ai dit, madame, moi, je vais le faire en 3 ans, mon bac. Elle a dit, oh non, tu peux pas. J'ai dit, mais pourquoi? Elle a dit, parce que ça se fait pas. Ah oui, une raison pas très valable, on s'entend. Fait que j'ai trouvé de l'aide ailleurs, puis je suis revenue au bout de 3 ans. Tiens, madame, j'ai terminé mon baccalauréat. Ah, oui. Avec un stage, on devait faire 4 stages, puis j'ai fait un stage en France pendant ma formation. Fait que c'est ça, Mais, tu sais, quand tu reçois ton baccalauréat, là, j'ai pleuré, puis je me disais, il y a personne qui sait tous les efforts qu'il y a eu là-dedans. Puis quand je vois une jeune femme, tu sais, réussir ses études avec ses enfants, je me dis, moi, je la félicite, je me dis, moi, je sais par où t'es passé pour ça, là. Ah oui, ouais. Oh oui. Puis, donc, ce parcours académique-là t'amène à travailler dans le milieu de l'enseignement au niveau primaire à Mastoyatch. Ça, c'est en plus de t'impliquer dans une panoplie de projets là, dont on pourra peut-être parler. Qu'est-ce que les jeunes de ta communauté, au fil de tes années en enseignement, t'ont appris? J'ai tellement aimé ta question, là, vraiment, parce que, tu sais, c'est toujours comme si l'adulte apportait aux enfants, l'enseignant apportait. Jamais personne m'a posé cette question-là. Puis ça aussi, je m'en suis rendu compte récemment. Moi, j'enseignais à un haut niveau, en 5e année au 3e cycle. Puis c'était important pour moi que les jeunes vivent des choses extraordinaires, comme un peu en dehors. Parce que moi, ce que je me rappelle de mon primaire, c'est pas les cours de français puis les cours de maths, c'est toutes les activités spéciales. Tu sais, comme un prof me faisait faire des compositions écrites, mais tu sais, sous forme de journal, tu sais, je l'ai encore, là, ou sous forme de carte au trésor avec de la cire. Fait que ça, je m'en rappelle. Là. Fait que je me disais, les enfants, il faut qu'ils vivent des trucs extraordinaires. Fait que je me suis impliquée pour Expo Sciences, les concours de maths, les jeux interscolaires du CPN. Puis, à un moment donné, je racontais à quelqu'un comment... Là, j'ai dit, mais moi aussi, j'ai vécu des expériences extraordinaires. Ils m'ont tellement apporté là, de vivre toutes ces expériences-là. Mon but était de leur faire vivre des beaux moments, mais j'ai tellement de beaux souvenirs avec eux autres. Les jeunes, ils m'ont vraiment beaucoup appris sur moi, tu sais, l'humour. Moi, je rentrais travailler, puis il fallait que j'aille du plaisir à tous les jours. Là. C'est pas vrai que je vais aller là. Fait que je pense que les jeunes, c'est peut-être ce qu'ils se rappellent de moi aussi. Tu sais, quand ils étaient contents de venir avec moi en voyage parce qu'ils savaient qu'on allait avoir du plaisir, là, parce que dans les cours, on en avait. Là. Fait que c'était important de rire puis d'avoir du plaisir. Il m'a apporté de l'humilité. J'ai vraiment réalisé qu'il y avait beaucoup à nous apporter. Si tu penses qu'un prof, c'est lui qui a la connaissance infuse, là, non. Souvent, il dit « Ah, Madame Sylvie, tu devrais faire ça, tu pourrais faire ça. » Puis je dis « Hey, wow, la bonne idée, vraiment. » Fait que dans nos communautés, les aînés, c'est vraiment important, mais les enfants, c'est important aussi. C'est ce qui motive le plus ma vie parce que j'ai une confiance incroyable aux enfants, au futur. On dirait, je veux que le futur soit meilleur. Fait que je me suis comme impliquée auprès des enfants pour que... bâtir cet avenir-là avec eux. Oui. Puis c'était important pour moi, tu sais, c'est ma communauté qui a payé mes études pour que j'aille en enseignement. Puis je me dis, ils croient en moi, ils ont investi dans moi, mais moi, je voulais pas aller enseigner ailleurs. Là. C'était important pour moi. La richesse que j'avais en dedans de moi, c'est ça, une de nos devises, partager ses richesses, c'est enrichir son peuple. Fait que moi, tout ce que j'avais appris dans ma vie, ben c'était à eux autres que je voulais le transmettre. Tu voulais redonner. Oui. Ben oui, oui. Confluent, avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Sylvie Langevin, maintenant, on peut parler de ton engagement politique. Je pense que c'est une autre façon pour toi de redonner à ta communauté, là, j'en déduis. Donc, tu es engagé au sein de Katakou
Imacheta. Oui, bravo! Je l'ai pratiqué, je t'avoue. Donc, c'est le conseil des élus de Mastoyatch. Et tu portes une grande diversité de dossiers là, au sein du conseil des élus. Je suis quand même curieux de savoir, parce que clairement, tu étais heureuse dans le milieu de l'enseignement. Qu'est-ce qui t'a mené à quitter l'enseignement pour te lancer en politique? Ça porte en un mot, COVID. Ah oui? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit ce mot-là. Oui, COVID, c'est ça qui m'a fait... c'était trop lourd comme charge avec... parce que moi, à la fin, j'enseignais en art. J'avais art plastique, art dramatique à tous les élèves de première à sixième année, plus éveil musical avec des maternelles 5 ans. Fait que 3 matières qui demandent à... C'est moi qui inventais les projets. Puis j'avais du matériel vraiment en fou là, pour ces 3, tu sais, des costumes pour l'art dramatique, toutes les... Fait que j'avais mon local à moi, puis avec le COVID, on pouvait plus faire ça, il fallait que chaque enfant... Fait que je devais me promener de classe en classe, fait que c'était démesuré comme... Fait qu'il a fallu que je me réinvente au complet, fait que c'est ça que... C'est vraiment juste ça qui a eu raison de mon engagement en enseignement. Fait que quand je suis partie de l'école cet été-là, en pleurant. Tout le corps enseignant, les directions, ils le savaient, mais j'ai pas été capable de le dire aux élèves. Non, j'étais pas capable. Je me suis dit, tu devrais au moins le dire aux 6e année parce qu'ils s'en vont, tu sais. Mais j'ai pas été capable parce que moi, j'avais trop de peine puis je savais qu'eux autres aussi. Puis ils me le demandent encore quand je vois des enfants. Ils me demandent encore, pourquoi t'es plus à l'école? Oh oui. Ouais, ça a été difficile. Ouais. Puis je pense qu'on t'a approché aussi pour que tu te présentes. Il y a eu comme des gens de la communauté qui sont venus vers toi parce qu'ils voyaient en toi une future conseillère. Ils voyaient que tu avais le charisme et les talents. Oui, puis là, quand quelqu'un te propose ça, tu vas valider avec les autres. Tu te dis, s'il y a une personne, c'est ça, je pense pas que ça va le faire. Mais c'est ça, tu vas valider avec d'autres personnes. Mais c'est ça m'a vraiment surpris parce que je pense que les femmes, souvent, on dit « Ah non, je suis pas... Ah non », tu sais, on refuse des défis, on a un peu peur, on n'a pas confiance en nous. Mais cette fois-là, j'ai dit hey, « Oui, je pense que je serais capable. Je pense que je serais bonne pour faire ça. » Fait que, puis tu sais, j'avais rien à perdre. Je laisse les gens, là, c'est eux autres qui choisissent. Tu sais, moi, je m'offre, je sais que j'ai offert aux enfants, puis, tu sais, ils étaient contents. Fait que j'ai offert aux adultes s'ils voulaient de moi pour les aider dans les gros dossiers qu'on a. Puis ils m'ont fait confiance. Ça m'a vraiment touchée. Ça m'a donné vraiment, vraiment. Fait que j'ai fait du mieux que je pouvais pendant ce mandat de 4 ans pour être à la hauteur de leurs attentes. Oui. Et Sylvie, un sujet sur lequel j'ai eu le privilège de t'entendre, puis ça va faire écho à ce que tu disais un peu précédemment, c'est celui de la place des femmes autochtones en politique. Tu soulignais dans ce webinaire auquel j'ai assisté, tu soulignais entre autres que la colonisation a provoqué une mise à l'écart des femmes autochtones de la sphère politique. D'ailleurs, il n'y a, sauf erreur, jamais eu de chef femme donc à Mastoyatch. Qu'est-ce qui, de ton côté, t'a aidé à faire le saut en politique? Est-ce qu'il y a des organismes, des regroupements qui favorisent l'implication des femmes autochtones en politique? Oui, c'est l'organisme Récif 02 qui aide les femmes de la région à entrer en politique à tous les niveaux. Puis c'est ça, il aide aussi les femmes de Machetewiatz à entrer en politique. Ils nous incluent dans leur programme. Ils tiennent des statistiques pour qu'il y en ait plus. Ils regardent le taux de femmes par rapport aux hommes. S'il y a des améliorations, ils travaillent vraiment très fort. Puis c'est ça, j'ai eu la chance de voir ce programme-là. Fait qu'il y a des documents des documents qui expliquent si tu veux aller dans le municipal, comment ça fonctionne, les différents secteurs au municipal, mais il y en a pour chez nous aussi adaptés, là. Puis on peut avoir du mentorat également. Fait que moi, j'ai eu une mentor qui était avec moi, qui avait déjà été en politique. Tu sais, il y en a quand même quelques-unes des femmes de Machetewiatz qui se sont présentées comme conseillères, qui ont été conseillères. Puis il y en a qui ont fait des conférences aussi pour... c'était vraiment super intéressant. Ça m'a beaucoup aidé. Puis après, j'ai gagné mes élections. Comment ça va? On se rencontrait entre nous. Mais il y en a, j'ai perdu mes élections. Tu sais, comment je le prends après, tout ça. Fait qu'ils nous aident même après les élections. Puis au niveau des femmes, on a un regroupement aussi, les femmes élues, le Conseil des femmes élues de l'APNQL. Fait que toutes les femmes chefs et conseillères, on se regroupe ensemble également. On a toutes nos coordonnées, puis on se voit au moins 2 fois par année. C'est vraiment super intéressant, puis super enrichissant aussi, ce volet-là.
Donc, une solidarité. Oui, puis il y a eu des formations. Il y a l'École des dirigeants des Premières Nations. Ils font des formations pour femmes et leadership. Fait qu'ils en ont fait une fois juste pour les femmes élues, mais souvent, c'est avec toutes les femmes des Premières Nations peuvent s'inscrire là-dedans. Puis c'est super intéressant aussi. Ça dit que des fois, quand t'es un leader en haut, tu sais, des fois, t'es tout seul, tu te sens tout seul, puis c'est pas facile. Fait que nous, on a suivi la formation ensemble. On est 3 conseillères à Katakou et Macheta, puis on se trouve chanceuse de pouvoir partager ensemble ces moments-là. Des fois, c'est vrai que c'est pas facile. C'est ça. Il y a des bouts que c'est vraiment pas facile. Fait que quand on est bien supporté, ça aide. Puis, vos voix portent au sein du conseil. Est-ce que tu sens un peu cette image que tu évoquais justement dans le webinaire où tu disais, des fois, on dirait que l'idée, quand elle vient d'une femme, elle n'est pas accueillie du premier coup. Il faut que ce soit un homme qui la reprenne puis qui la repasse au conseil. Là, ça va passer, mais c'est un peu c'est triste, hein? Oui, c'est ça, exactement. C'est triste de dire ça puis de penser ça. J'en ai reparlé récemment. Je sais pas, des fois, j'ai une belle naïveté, mais c'est parce que j'ai beaucoup d'idées, puis je sais maintenant que ça passe pas tout le temps de la première fois, qu'il faut que tu le dises 2 fois, 3 fois. Des fois, c'est pas le bon moment. Des fois, c'est trop avant-gardiste. Les gens sont pas prêts. Fait que tu sèmes la graine, puis ça vient par après. Fait que je me rends pas tant compte, mais il y a quelqu'un qui m'a dit oui, ça arrive, mais je me rends pas... je m'en fais pas avec ça, là. Mais, ça arrive. Donc, ça prend de la patience. Oui, mais je trouve qu'on a quand même un beau conseil bien ouvert. Des fois, il y a des hommes qui disent « Ah oui, les femmes en politique, c'est bien, j'aime ça. » Tu sais, c'est des paroles, mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Mais nous, on a vécu que ça l'était. Là, c'est ça. Oui, on sent que c'est pas juste les paroles. On apporte quelque chose, puis on est bien accueillis, nos idées, ça passe aussi. Oui, on travaille en équipe, puis on voit pas la différence entre les hommes et les femmes. Magnifique. Donc, puis Sylvie, je le disais plus tôt, tu portes plusieurs dossiers au sein de Katakou et Macheta, le Conseil des élus de Mastoyatch, et notamment, tu es conseillère déléguée au Nilwilun. Oui. Donc, la langue Innu, la variante de la langue Innu qui est parlée ici par les Inuits de Mastoyatch. Fait intéressant, après des décennies de travail, le Nilwilun a été reconnu comme langue officielle dans la communauté autochtone de Mastoyatch. Qu'est-ce que cette reconnaissance officielle va entraîner comme changement concret au sein de la communauté de Mastoyatch? On était vraiment fiers de faire ça le 31 mars dernier. C'est l'événement le plus... C'était mémorable. Là. C'était vraiment émouvant de faire ça. Puis c'est ça a été désiré depuis une vingtaine d'années là, que ça soit. Puis c'est pas juste le geste symbolique qu'on a posé, c'est tout ce qui va venir avec. Il y a l'unité Chitinyunu, il y a le mandat de faire une loi pour le Nilwilun, pour l'encadrer puis que ça soit plus parlé. Puis ce qui est super important, c'est qu'on est en train de faire un plan de revitalisation de la langue. Je l'ai eu dans mes mains il y a 2 jours. Ah oui. Ouais. Avec des actions. Fait que ça a découlé. On a fait un profil sociolinguistique dans les dernières années. Fait qu'un gros sondage auprès de toute la population pour voir les locuteurs qui parlaient couramment, ceux qui sont plus silencieux, moins fluides un peu. Puis on a... Fait que là, quelle action qu'on va poser qui vont porter le plus de fruits? Ce plan-là va être sur 5 ans, mais on prévoit que ça peut prendre 10 ou 15 ans là, avant de voir un réel changement sur la langue. Oui. Puis c'est ça, il ne faut pas que ça soit seulement Pequawagaminut-Stikwikan qui porte la langue, mais on voit que les organismes autour, ils trouvent ça important puis ils veulent collaborer, comme la CHAM, la radio communautaire, le CPE pour les tout-petits-enfants. Là, ça embarque vraiment beaucoup, fait qu'on pense que ça va porter vraiment des fruits. Il y a des super bonnes idées. Les idées, c'est ça, quand on a fait le profil, ça venait des gens. Là, les gens avaient des idées à nous suggérer pour améliorer la langue. Puis, pour faire le plan, il y a eu un comité de gens de la communauté aussi qui ont donné toutes leurs idées. Fait que ça vient des gens, là, toutes les idées. Puis, on voit que les gens de la communauté, les gens qui sont membres de la bande de l'extérieur sont super intéressés aussi. Puis, les non-autochtones aussi. On voit qu'il y a un grand intérêt. Fait qu'on va y aller dans la vague. Oui. Confluent rencontre Sylvie Langevin, membre du Conseil des élus de
Sylvie, parlons maintenant économie. Tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Ton grand-père, ton père, ta fille sont ou ont été des entrepreneurs. Longtemps, il y a eu des barrières à l'entrepreneuriat autochtone. Est-ce que tu dirais que ces barrières-là tombent peu à peu ou plutôt que ces barrières-là sont coriaces, tenaces et que c'est difficile de les faire tomber? C'est difficile parce que ça va avec la loi sur les Indiens. Fait que tant que la loi sur les Indiens ne sera pas tombée, ben on va les avoir encore, les barrières pour l'entrepreneuriat. Mais nous, dans notre communauté, on fait des efforts puis on est rendu un peu plus loin. Fait en faisant appliquer, on a voté pour avoir la gestion des terres sur notre communauté. Fait que, ben déjà, les gens peuvent être propriétaires de leur maison. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il n'y a pas dans toutes les communautés. Fait que nous, déjà, en pouvant être propriétaires de notre maison, là, en faisant la gestion sur les terres, on s'est débarrassé du tiers des articles de la loi sur les Indiens. Fait que, oui, tu as ta maison, mais on ne pouvait pas l'hypothéquer pour pouvoir investir sur une entreprise. Fait que là, avec ça, on va pouvoir, avec le parc industriel aussi, que les terrains vont être loués, mais les gens vont pouvoir hypothéquer à partir du bail. Fait que ici, dans la communauté, on met vraiment beaucoup d'efforts, là. Mais malgré la loi sur les Indiens, là, l'entrepreneuriat est fort parce que dans toutes les communautés, il y en a là, de l'entrepreneuriat. Les gens, ça leur tient à cœur. C'est qu'ils font des petites entreprises ou, tu sais, pas très grandes. Ça freine la grosseur des entreprises que les gens puissent pas hypothéquer pour pouvoir emprunter pour faire leurs gros projets. Mais il y a quand même des subventions qui sont données par le gouvernement fédéral puis des provinciales aussi. Ils donnent des subventions aux entrepreneurs. Fait que c'est surprenant quand même. À Mashtoyat, ici, on a à peu près 130 quelques entreprises là, qui sont enregistrées. C'est vraiment beaucoup. Puis on en a des grosses. Là, il y a des gros entrepreneurs qui ont plusieurs entreprises. Fait que ça ressemble à moi quand on m'a dit non, tu peux pas faire ça à ton bac de 3 ans. Je suis pas toute seule à avoir une tête. Tête forte. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs. Parce qu'ils vivent avec le risque au quotidien là, de ne pas savoir. Fait que c'est important qu'on les encourage aussi. Puis un élément aussi, je pense, qui fait partie des préoccupations, c'est une certaine diversité économique pour la communauté de Mastoyatch. Puis le tourisme est un élément qui peut contribuer à cette vie économique, à cette diversité économique. C'est un dossier sur lequel tu as beaucoup réfléchi. Et tu es toi-même une grande voyageuse. Quelle est ta vision à court, moyen terme pour le développement du tourisme à Mastoyatch? J'ai vraiment des grandes ambitions. Parce qu'il y en a déjà vraiment beaucoup. Tu sais, il y a une trentaine d'entrepreneurs qui gravitent de près ou de loin au tourisme de Mashtoyas. Puis ce qu'on dit depuis au moins 25 ans ou plus, c'est que ça prend un hôtel à Mashtoyas pour retenir le... Fait qu'on a de l'hébergement quand même un petit peu, mais c'est pas assez, là. Ça prend un hôtel, quelque chose avec plusieurs chambres. Fait qu'on travaille vraiment fort. Ça aussi, tu sais, il y a eu des petites étapes, mais là, on est à pousser, puis là, ça va bien, là, tu sais, mais ça prend ça. Ça prend ça bientôt. Puis ça va être comme, j'ai le goût de dire, fédérateur, parce qu'une fois que les gens vont dormir dans la communauté, là, on va mettre plein d'activités. Tu sais, il y a des gens qui travaillent en tourisme, qui partent ou, tu sais, qui ont quelque chose de nouveau en territoire. Puis c'est ça que les touristes, ils veulent avoir. Aller en territoire avec nous, vivre comme nous, le territoire, les rivières. Ils veulent apprendre. Puis c'est vrai que c'est encore plus porteur en territoire, mais tu sais, de vivre des choses aussi dans la communauté. Fait qu'avec l'hôtel, on va avoir de la forfaitisation que les entrepreneurs qui sont en restauration s'allient avec ceux qui font de l'hébergement, avec ceux qui font de l'accompagnement, qui offrent des produits touristiques. Fait que l'hôtel va permettre de mettre tout le monde ensemble puis d'offrir les produits ensemble, puis ça va décoller, là, ça va être vraiment fou. On a hâte de voir ça. Oui, oui, on a hâte de voir ça. Oui. Puis est-ce que certaines personnes, je sais que dans certaines communautés, le tourisme peut être vu comme quelque chose d'intrusif, quelque chose qui peut venir un peu peut-être briser un certain équilibre culturel ou autre. Est-ce qu'il y a ça parfois à Mastoyatch qui est exprimé ou vraiment on est dans le... Bien, on ne l'a pas senti encore beaucoup parce que ça va doucement. Mais c'est ça, il va falloir être prudent. Puis on a fait faire un plan, un positionnement touristique pour la communauté de Mashtoyas. On a une image de marque qu'on vient juste d'avoir puis qu'il faut qu'on déploie. Puis ça dit d'y aller tranquillement. On ne veut pas avoir du tourisme de masse, là. C'est pas ça qu'on veut. Fait qu'il va falloir contrôler pour pas... C'est sûr que quand ça débarque à 15 autobus par jour, puis là, c'est partout, puis ça vient sur ton terrain pour...
Ouais, c'est ça. Fait que ça, on veut pas ça, mais c'est vrai qu'il va falloir que la communauté soit avec nous. On peut pas faire des projets touristiques quand la communauté est pas d'accord avec ça. Tu sais, l'hôtel, on s'est aperçu, ça fait tellement longtemps qu'on en parle que les gens le savent. Tu sais, on débarque pas avec quelque chose. Hein, un hôtel à Macheteouillac, j'en ai jamais entendu parler. Fait qu'on s'est fait à l'idée au fil des ans. Fait qu'on s'attend à ce qu'il y ait des touristes qui débarquent, mais il va falloir que ça soit fait dans le respect des gens. Puis il va falloir, c'est ça, travailler avec eux pour que l'acceptabilité, parce que sinon, ça fonctionne pas. C'est ça, on a beau faire venir des touristes ici, si les gens ne sont pas d'accord, puis ça sera pas des belles expériences pour personne. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est important à tenir en compte. Ah oui. Ouais. Il est au rythme de la communauté. Ouais. Ah oui. Sylvie Langevin, l'artisanat aussi fait partie de ta vie. Déjà étudiante, tu travaillais dans une boutique d'artisanat à Québec, je crois. Oui. Et tu continues à te former, à apprendre de nouvelles techniques. Est-ce que tu dirais que, en plus de la dimension esthétique, créative, propre à l'artisanat, que cette pratique-là peut aussi être un lieu de guérison, d'apaisement? Oui, je pense que oui, vraiment. La boutique que je travaillais, c'était à une madame de Macheteouillac. Elle était propriétaire. Elle en avait une ici sur la communauté, puis elle en avait une à Québec. Fait que moi, vu que je restais à Québec, dans ce temps-là, je travaillais à Celle. Ouais. Puis je suis venue travailler une semaine à Celle ici. Oui, vraiment, on dirait que ça fait vraiment du bien. Là, toutes celles qui commencent à perler ou à faire de l'artisanat, on dirait que tu es concentré sur ça, tu oublies tes problèmes. Puis ça le fait aussi, fait que la guérison, puis la fierté. Tu es fier de toi quand tu réussis à... Tu sais, quand tu regardes le produit fini, là, tu es vraiment fier de toi. Puis quand les autres regardent ce que tu as fait, puis ils portent un beau regard là-dessus aussi, ça fait vraiment du bien. Fait que ce qui est le plus hot en tant qu'artisanat, c'est de fabriquer son régalia. Oui, Fait que là, c'est vraiment quelque chose de complet, puis il y a plein de petites pièces à avoir. Fait que, tu sais, au début, souvent, tu vas te procurer... Pour le powwow. Oui, pour le powwow, les beaux habits qu'on porte pour les powwows. Fait qu'il y a plein de pièces. Souvent, au départ, on va pas tout avoir fabriqué nous-mêmes, mais tu sais, on essaye parce que les powwows, c'est beaucoup pendant l'été. Il y en a quelques-uns l'hiver. Mais pendant la saison morte, ben là, on rajoute un petit quelque chose, on refait un petit quelque chose à notre régalia. Fait que souvent, au bout de quelques années, il ressemble plus du tout à ce qui était au début. Mais là, on voit vraiment l'admiration des gens. Puis de porter aussi les créations des autres, puis de mettre en lumière ce que les autres... Moi, je suis surtout bonne là-dedans. Fait que je les porte, je les achète, puis on redonne à César. Tu sais, je dis c'est qui a fait la création. Et puis on le voit de plus en plus. Maintenant, dans les galas, on pense à la disque ou autre, des grands galas pour souligner le travail des artistes. Il y a beaucoup de gens qui commencent à porter des créations faites par des artistes autochtones. Et justement, ils le disent, ils le nomment pour faire connaître ces boutiques, ces créatrices, ces créateurs-là. Oui, c'est ça, c'est important. Puis c'est ça. Fait que de faire des choses à nous, puis de les porter, puis que les gens le voient, ça amène de la guérison puis de la fierté. Puis je voulais te mentionner aussi, quand on fabrique un régalia, il n'y a pas d'alcool dans ça. Là. Fait que tout le temps, si ça te prend 6 mois à fabriquer, ben pendant ce temps-là, tu ne vas pas prendre d'alcool. Puis sur la reine de danse non plus, il n'y a jamais de... Fait que ça amène la guérison aussi souvent... De se reconnecter avec soi, puis non, c'est une belle forme de guérison, l'artisanat, puis fabriquer nos choses nous-mêmes. Oui, et ta fille a sa propre compagnie, boutique, désormais. Tu dois être fière de voir justement ce travail de création, mais aussi ça devient un lieu de transmission culturelle aussi. Oui, vraiment. Puis il y a des gens qui ont travaillé avec elle, qui ont appris avec elle à faire une jupe, à faire du perlage, puis qui étaient surpris parce que souvent, dans notre tête, un transmetteur, c'est un aîné. On pense toujours que c'est les aînés qui transmettent. Puis là, ça fait « mais c'est une jeune qui me montre à faire ça, tu sais. » Mais c'est beau aussi, là, tu sais. On est content de voir ça. Ça m'est arrivé aussi quand j'étais enseignante. Je voulais que les jeunes apprennent à broder. Fait que là, je savais le processus. Il fallait appeler à l'unité patrimoine culture puis demander d'avoir un transmetteur pour la broderie. Fait que moi, je m'attendais à avoir une coucoume qui viendrait montrer à broder. Puis là, ils m'ont envoyé Simon Bussière-Launière qui avait 19 ans à l'époque.
Puis là, j'ai pogné quelque chose, mais c'est sûr. Simon, il était vraiment hot. Là, il est capable de tout faire. Il fait des tentes, il fait des mitaines, des sacs en cuir, des mocassins, il fait tout. Fait que c'était très logique qu'il m'envoie. Puis, tu sais, les jeunes sont respectés aussi avec les coupures par rapport à la culture que les aînés, des fois, ils se sont fait dire que c'était pas bien leur culture de pas parler leur langue. Ben ils ont comme arrêté de transmettre... par la force des choses. Fait que des fois, ils savent pas ou ils sont pas à l'aise de transmettre, mais les jeunes, eux, ils veulent apprendre puis sont peut-être plus à l'aise de transmettre. Là. Sont fiers d'avoir appris ça des aînés, fait qu'ils veulent le transmettre à leur tour. Fait que ça peut arriver d'avoir des transmetteurs qui sont plus jeunes, puis c'est super intéressant aussi. Ben, vraiment. Ouais. On a eu la chance de rencontrer Stacy Bossum, qui est un de ces jeunes de la communauté qui transmet, qui réactualise un savoir et qui le transmet de manière magnifique, d'ailleurs. Là. Vraiment. Donc, c'est inspirant aussi, Oui. cette jeunesse qui se mobilise. Et en terminant, Sylvie Langevin, tu es aussi une femme de foi, impliquée dans la communauté chrétienne de Mastoyatch, donc la communauté chrétienne Sainte-Catherine-Tekakwitha. Comment tu décrirais ta foi? Bonne question. Ben, ça fait partie de moi. Tu sais, je suis très à l'aise avec ça. Puis c'est super important pour moi. Ça m'aide au quotidien. Mais je tanne pas les autres avec ça. Pour moi, le Dieu que moi je connais, il est gentil. Puis il est bon. Tu sais, je le vois. J'ai de la misère à croire au Dieu méchant qu'on a essayé qu'on a essayé de faire croire aux gens. Puis je suis capable de faire la différence entre les humains qui font de l'humainerie des fois. Puis le Dieu. Fait que c'est ça, même si des fois, avec les gens des Premières Nations, ça n'a pas été facile non plus. Mais il y a encore beaucoup d'aînés, beaucoup de gens qui pratiquent. Puis des fois, ils me disent, ben moi, je pratique encore, mais pas à l'église. Moi, c'est quand je suis dans la forêt que je prie. Tu sais, je suis capable de prier puis d'être proche de Dieu sans être dans l'église. Fait que on respecte ça aussi. Oui. Puis moi, je trouve ça important d'en parler aux jeunes parce que moi, je l'ai appris à l'école avec les sœurs religieuses. J'ai fait mes sacrements à l'école. Puis j'ai trouvé ça triste qu'ils sortent ça des écoles. Fait que je trouvais ça important de transmettre aux enfants. Fait que j'ai donné des cours de première communion pendant vraiment longtemps. Puis ça aussi, ça a comme, tu sais, les paroisses sont plus petites, fait qu'on a fait des regroupements, fait que c'est rendu à l'extérieur, mais ça me fait quelque chose que les jeunes, j'ai l'impression que les jeunes de chez nous, ils font plus leur première communion puis leur confirmation. Fait que, mais là, en travaillant dans l'église, j'essaie de travailler là-dessus. Je dis, hey, on va acheter des livres. Regarde, il y a des livres pour montrer les prières aux enfants. Il y a peut-être des parents que ça va intéresser. Fait que ça me tient à cœur, puis j'aime ça. Je trouve ça important parce que des fois, oui, il y a des journées que tu n'auras pas besoin de Dieu dans ta vie, mais il y a des bouts. Fait que je trouve que c'est bien de le connaître pour l'avoir avec toi quand tu as besoin. Puis même des journées où ça va bien, de le remercier. D'être dans la gratitude. Oui. Fait que pour moi, c'est important. Puis je pense que je mélange aussi de la spiritualité autochtone avec ça. Puis je pense qu'il y a une plus grande ouverture de l'Église à ça aussi. En allant à Mission chez nous, rencontrer les gens des autres communautés, j'ai trouvé qu'il y avait une belle ouverture pour ça. Puis ça m'a réconforté encore plus dans ma foi de voir qu'il y avait une plus grande place pour nous autres pour pratiquer un petit peu à notre manière notre foi. Ah oui. Sylvie Langevin, Tchinishkemetin, vraiment pour ton accueil, le temps que tu nous as accordé, pour ta prise de parole, c'est vraiment apprécié. Je suis très content d'avoir pu te revoir. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Miaou. Miaou. Tchinishkemetin à Sylvie Langevin, membre de Katakwe Macheta, le conseil des élus de Mashteuiatz, pour son accueil chaleureux dans sa communauté et pour son dynamisme contagieux. L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus et pour réécouter toutes nos entrevues, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée, de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.